Alors, notre dernière intervenante. Il nous est apparu évident avec Valérie qu'il fallait clôturer cette nuit des talents sous le signe du bonheur et du bien-être, et aussi sous le signe de l'optimisme. C'est donc tout naturellement que nous avons fait appel à une spécialiste du bonheur et du bien-être qui a reçu le prix du livre optimiste de l'année en 2014 pour son best-seller « Heureux comme un Danois ». Cette jeune femme danoise a décidé en effet de consacrer son temps au sujet du bonheur et du bien-être après une riche carrière en tant que directrice de la communication dans différents grands groupes. Écrivain, conférencière et executive coach, elle intervient dans des organisations internationales, des institutions et des grandes écoles françaises sur ces thèmes de prédilection. Elle nous a fait un immense plaisir en acceptant notre invitation ce soir pour nous livrer quelques secrets sur le management danois, reconnu pour développer l'épanouissement individuel des salariés et leur engagement à l'entreprise, de quoi nous inspirer. Mesdames, Messieurs, nous accueillons Malin Ridal, conférencière et écrivain. Merci. Bon, comme je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail, je vais essayer de pas faire concurrence, mais rester dans la même ambiance et commencer par essayer de vous faire rêver un peu du bonheur et éventuellement vous faire voyager dans un monde, dans un paradis du bonheur. Donc, fermez les yeux à nouveau si vous voulez ou mettez-vous à l'aise. Alors, je vous amène dans un pays du bonheur. Alors, imaginez qu'il fait froid 9 mois dans l'année. La nuit tombe à 15 heures. Et pour aller travailler quand il fait froid, il neige, il pleut, vous allez aller à vélo parce que 50% de la population vont tous à vélo pour aller travailler. Parce que notamment, si vous voulez acheter une voiture, il y a 170% de taxes sur les voitures. Si vous voulez passer une petite journée à la plage, il vaut mieux prendre votre doudoune parce qu'il fait chaud, encore une fois, 2 mois dans l'année à peine. Et puis, une fois que vous avez travaillé toute l'année dans ce pays de bonheur, vous allez payer 60% d'impôts à partir des 52 000 € de revenus, 25% de taxes sur les produits, des TVA. Et puis, il y a des grands risques que votre voisin va être un cochon, parce que dans ce paradis, il y a plus de cochons que d'habitants. Alors, j'imagine que, quand même, vous pouvez ouvrir les yeux, que ça vous fait peut-être pas rêver. Pourtant, je vous ai parlé du Danemark, dans mon pays d'origine. Et puis, le Danemark arrive depuis plus de 40 ans, quand on a commencé à mesurer, non pas ce qu'on appelle le bonheur, alors moi j'utilise moi-même ce terme, mais en fait le bien-être dans le monde, le bien-être collectif. Le Danemark arrive quasiment systématiquement en tête de ces sondages. En 2012, les Nations Unies sort le premier rapport, on va dire le plus complexe, complet, rapport sur le bien-être dans le monde, et le Danemark arrive à nouveau en tête de ce sondage comme étant le pays le plus heureux au monde. Moi, ça m'a interpellée, tout en étant danoise, en disant que comment ça se fait en réalité, j'étais assez incapable d'expliquer pourquoi les Danois expriment être les gens les plus heureux au monde. J'ai donc écrit Heureux comme un Danois pour rendre cette explication accessible à tout le monde. Je vais vous donner les 3 piliers qui expliquent pourquoi le Danemark arrive en tête de ces sondages, notamment celui des Nations Unies. Le premier pilier, c'est la confiance. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué la confiance ce soir. La confiance au Danemark est la plus élevée au monde. Il est à 78%, c'est-à-dire que 8 Danois sur 10 se font confiance entre eux. Si vous allez prendre un petit avion pour aller à Copenhague ou ailleurs au Danemark, vous allez voir dans les rues des poussettes avec des bébés qui dorment dedans devant les restaurants pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Vous allez à l'Opéra de Copenhague et vous allez voir des affaires, des manteaux, des vestes laissées dans des garde-robes non surveillées. Et il y a 2 prisons sur 3 qui sont des prisons
ouverte au Danemark et pourtant le taux de récidive est à 23% alors qu'en France il est à 59%. C'est un pays de confiance et c'est au cœur de cette construction. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la liberté d'être soi-même. L'origine de ce pilier est à l'éducation nationale au Danemark, où le but principal, c'est tout simplement de développer la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des hiérarchies de matière et vous n'allez surtout pas entendre quelqu'un dire à une petite fille ou un petit garçon à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. La valorisation à l'école de tous les talents, que ce soit à travers des cours de cuisine, des cours de musique, sport plus classique, menuiserie, des cours de couture, fait que la probabilité que l'enfant finit par vivre sa vie et pas juste une vie est évidemment beaucoup plus grande. On parle de syndrome de l'éboueur heureux parce que l'éboueur a évidemment un rôle absolument essentiel pour le fonctionnement d'un projet collectif, une société, parce qu'il enlève les poubelles, sinon on ne peut pas fonctionner. Les Danois le savent, le valorisent pour, et à son tour, ils se sont valorisés dans ce rôle qui est essentiel pour le projet collectif. Donc le projet collectif. À partir de l'âge de 6 ans, on commence à enseigner des cours d'empathie à l'école. On apprend aux enfants d'identifier leurs émotions et celles des autres, pour donner la possibilité ensuite d'avoir, c'est l'expression que j'aime beaucoup et que je dis souvent dans des entreprises, la permission d'être humain. Il n'y a rien de plus humain que d'exprimer les émotions, sauf qu'on ne nous l'apprend pas et on est très peu autorisé finalement à les exprimer. Donc ces cours d'empathie apprennent aux enfants de s'exprimer et avec cette liberté d'être soi-même. Le troisième pilier, c'est le projet collectif avec un sens. Avoir un sentiment de responsabilité individuelle face à un projet collectif. Plusieurs personnes ont évoqué aussi ce soir ce sens, à quoi je contribue. Alors symboliquement au Danemark, avec cette imposition que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est un des plus élevés au monde, je crois quand même que la France a dépassé légèrement dernièrement, mais qui historiquement est le pays le plus imposé au monde. 7 Danois sur 10 disent aimer payer les impôts. Vous avez même une petite douzaine de pourcents de personnes qui disent « j'aimerais payer plus ». Alors, pourquoi les Danois aiment payer les impôts? Alors qu'en règle générale, on n'entend personne dire aimer payer les impôts. Parce que le Danois considère qu'il fait partie d'un projet collectif avec un sens. Et qu'il y a un sentiment de responsabilité individuelle face à ce projet collectif. L'État-providence est l'élément qui est cité le plus par les Danois parmi leur fierté d'être Danois. Alors, vous avez peut-être quand même fait quelques liens avec le management, mais vous pourrez me dire, mais quel rapport avec le management? Le rapport avec le management, c'est que les Danois, notamment aussi, sont aussi les gens qui expriment être les plus heureux de travailler. Notamment parce qu'au cœur de ça, la confiance, rien n'est réellement possible si on ne l'a pas. Si vous n'avez pas au cœur d'un projet une base de confiance, vous ne pouvez pas faire appel à la créativité. On l'a vu tout à l'heure avec les musiciens, quand on essaye de faire de la créativité, de l'innovation, il faut qu'il y ait cette base de confiance, aussi de se tromper, l'échec. Et quand on parle de confiance, c'est aussi une question de se connaître et se demander est-ce que moi je suis quelqu'un à qui je peux faire confiance. Je fais souvent l'exercice, on peut le faire ici ce soir si vous voulez, et je peux vous poser collectivement la question, êtes-vous quelqu'un, est-ce que vous estimez vous-même être quelqu'un à qui on peut faire confiance? Bon, je dirais que j'ai 100% de la salle, peut-être une ou deux personnes qui ont des bras courts. Le taux de confiance en France est à 22%. Donc, entre la manière dont se voir soi-même et le résultat collectif dans la société française, il y a un décalage. Quand on parle d'accorder la confiance,
Est-ce qu'on accorde la confiance? Ah oui, mais je ne veux pas, il y a 22%, donc je prends un risque. Au Danemark, il y a 80%, mais il y a 20% où ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque pour être quelqu'un qui porte et qui cultive la confiance dans un projet, dans une société, dans un groupe d'amis? Je suis assez fière de dire que je viens d'un pays qui a un taux de confiance élevé. Je suis arrivée en France il y a plus de 20 ans. Et j'estime qu'aujourd'hui, mon taux de confiance en France, il est bien au-delà de 80. Et je pense que c'est un choix personnel si on choisit ou pas de cultiver cette valeur qui est la confiance, mais qui est un engagement. Il commence par nous et notre comportement. Et est-ce qu'on est soi-même quelqu'un qui dit ce qu'on fait et fait ce qu'on dit, c'est-à-dire la base de toute relation de confiance. Pourquoi la liberté d'être soi dans une entreprise? Parce que tout simplement, si on n'est pas nous-mêmes, il y a toute la puissance de notre créativité, de notre humanité, qui ne va jamais s'exprimer dans une entreprise. Et tout simplement aussi parce qu'à travers de ces cours d'empathie et la capacité de s'exprimer, de se comprendre soi-même, ses émotions et celles des autres, on va gagner à peu près 1 jour et demi par semaine. On estime aujourd'hui le temps passé à gérer des malentendus, des incompréhensions et des conflits dans l'entreprise à 1 jour et demi. Et là, on n'est pas en train de travailler, on est juste en train de gérer des interférences interpersonnelles, de juger un tel arrogant ou froid ou pas efficace parce qu'on n'a pas accès à ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire la compréhension des autres et comprendre ce qui se passe réellement. Donc, au milieu de ce modèle danois, il y a cette capacité à dialoguer et aussi une certaine liberté d'être soi-même, apprendre ce dialogue à travers de l'empathie. Le dernier élément, c'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est évidemment fortement lié au management, c'est le projet collectif. À quoi vous contribuez ? Quel est le sens supérieur? Je peux donner un exemple d'une entreprise d'ailleurs qui s'appelle Novo Nordisk, qui est un groupe danois médical qui produit de l'insuline. Le PDG de Novo Nordisk, en 2015, a été élu le meilleur PDG du monde par Harvard Business Review. Il a été élu le meilleur PDG au monde parce qu'ils ont changé les règles de la liste de Harvard Business Review pour les meilleurs CEO au monde. Ils ont décidé de mettre, au lieu de uniquement juger sur les résultats financiers, ils ont décidé de mettre 20% responsabilité sociale, responsabilité environnementale et gouvernance. La liste a été chamboulée et ce Danois est arrivé en premier. Novo Nordisk, avec des bons résultats financiers, certes, mais des très très bons résultats en termes de comportement environnemental, social et gouvernance. Dans les années 90, ça a été parmi les premières sociétés au monde de faire ce qu'on appelle le triple bottom line. C'est de donner autant d'importance aux finances, à l'environnement et au social. Quand ils présentent leurs résultats, à l'égalité, ces 3 thèmes sont à l'égalité importants. Le PDG de Novo Nordisk dit « Si on arrive à guérir le diabète, nous pouvons tous être très fiers. » Quand vous travaillez pour un groupe où en réalité, ils sont en train de consacrer une grande partie de leurs bénéfices pour guérir la maladie qui vous fait vivre en retour, ça donne un sens. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin de temps en temps, au-delà de faire les tâches que vous faites pour l'entreprise, il y a ce sens et ce projet collectif. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais terminer par vous dire que j'ai presque pas honte, mais je suis un peu gênée de dire que c'est un modèle danois, parce que j'ai l'impression que dans ce cas-là, vous êtes tous danois ce soir. Parce que tout ce qui a été dit avant moi ressemble beaucoup et résonne évidemment avec ces discours autour de la confiance, autour de plus d'humanité, plus d'empathie et ce projet collectif. Donc c'est évidemment pas des valeurs danoises, mais tout simplement des valeurs humaines. Et moi, je suis en tout cas très fière de pouvoir les partager avec vous et les vivre aussi bien au Danemark, mais qu'en France. Je vous remercie.